euh, Lunch and Learn, donc format court pendant le temps de midi, une présentation suivie de questions-réponses. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui sur les autorisations mises sur le marché des médicaments à usage humain. Donc, avant de passer la parole à nos deux interlocutrices de la division de la pharmacie et des médicaments, je me permets de vous faire une brève introduction sur l'IML pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas tout à fait. Et puis ensuite, il y aura un question-réponse. Question-réponse qui sera en deux temps. D'une part, sur les questions que vous nous avez adressées préalablement. Ensuite, les questions les plus fréquentes qui sont soumises au service des autorisations de mise sur le marché. Et enfin, les questions-réponses en direct qui pourront être posées. Voilà, allons-y. Alors, ceux qui connaissent l'industrie connaissent cette déclaration de conflit d'intérêts. On est ici, lorsqu'on se réunit, que ce soit en interne ou dans des formations comme celle-ci, on est là pour discuter de sujets, des problèmes techniques non confidentiels et non pertinents, non pertinents pour des cas particuliers. Donc, si l'un d'entre vous a l'intention de soulever une question sur un produit particulier, sur un prix ou sur quelque chose comme ceci qui pourrait être plus particulier, ben nous allons lui demander d'arrêter et de poser cette question par email directement aux autorités. Voilà. Qui est IML? C'est Innovative Medicines for Luxembourg, Dedicated to Life. Ça dit quoi? Ça dit que notre intérêt, c'est le patient. Et c'est le seul intérêt qui est à considérer, c'est de promouvoir les médicaments et les traitements innovants pour les patients. Alors, on est au Luxembourg depuis 12 ans. Comme je vous ai dit, on a un centre d'intérêt, on a une mission. On a commencé, on était 25 membres. Aujourd'hui, nous sommes 64, tous membres de l'industrie pharmaceutique innovante. Alors, on a des petites startups, des moyennes et des grandes entreprises, tous unis par même dénominateur commun, c'est que nous développons des médicaments avec les trois phases d'essais cliniques au sein de nos entreprises. Alors, je ne vais pas vous lire tous ces membres, mais je vous invite à faire leur connaissance sur le site d'IML. Vous retrouverez le lien pour avoir accès à leur site internet et aussi leur document transfert de valeur. Ça veut dire la transparence. On communique aussi de façon transparente tous les montants qui pourraient être transférés à travers des organisations scientifiques. Voilà. On veut faire de Luxembourg un leader européen dans l'accès rapide aux traitements innovants pour les patients. Et avant de laisser la parole, pour une fois encore ceux qui sont moins en phase avec notre travail, le développement des médicaments, c'est environ 10 ans, voire 15 ans de travail. On a une molécule sur 10 000 qui arrive en fin de process. C'est des centaines de chercheurs qui sont impliqués et c'est en moyenne 1,5 milliard pour qu'une molécule arrive à succès. Ce qui veut dire aussi c'est qu'il y a 999 molécules qui échouent en moyenne pour une molécule qui arrive euh, au patient. Voilà. Alors, ce que je vais aussi vous expliquer, c'est que le trajet, je viens de vous expliquer pour arriver à cette molécule, il est long. Et puis ensuite, il y a une autorisation et il y a un process au niveau du Luxembourg. Au niveau du Luxembourg, le process est en 3 étapes. D'abord, l'enregistrement avec le numéro national au sein de la division de la pharmacie des médicaments qui appartient à la direction de la santé, qui elle-même appartient au ministère de la Santé. Et cette division de la santé des médicaments est organisée en différents services. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le service des autorisations mises sur le marché pour ce Lunch and Learn. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est la demande de prix, la demande d'inscription à la liste commercialisée. Et ça, c'est le ministère de la Sécurité sociale. Et ensuite, il y a une troisième phase qui est la demande de remboursement et d'inscription à la liste positive. Et là, c'est la CNS pour les médicaments retail. Voilà. Donc, je reprends ces 3 étapes. Je veux vraiment recentrer ce Lunch and Learn sur le sujet du jour, c'est-à-dire les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain. Je fais ça parce que nous avons eu pas mal de questions préalables à ce Lunch and Learn. Nous vous avions demandé de nous envoyer vos questions et on s'est rendu compte qu'il y a toute une série de questions
qui n'étaient pas en regard de ce Lunch and Learn. Donc, pour ne pas vous frustrer avec des questions qui ne seront pas répondues, j'arrive directement avec les éléments principaux c'est un Lunch and Learn uniquement sur les autorisations de mise sur le marché, donc pas le prix, pas le remboursement. C'est Ce n'est pas sur les autres missions de la DPM comme la pharmacovigilance ou les études cliniques non, c'est les autorisations de mise sur le marché. Les médicaments, c'est une autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain. Nous n'allons pas parler de la création de l'agence, ni répondre aux questions relatives à la création de l'agence, ni la formation du gouvernement ou toute autre question spécifique. Et encore une fois, nous ne répondrons pas à une demande spécifique de l'un des participants. L'idée ici est vraiment d'offrir quelque chose qui soit général et qui soit une information utile à tous les participants ici présents. Voilà, mon introduction n'était pas trop longue, je l'espère. Je vais arrêter de partager et je vais donner la main à Madame Traufler et à Madame Ferrier qui vont nous parler des autorisations mises sur le marché. Merci, mesdames. Voilà, merci beaucoup, Madame Frank, pour cette introduction et pour ce cadrement très bien. Effectivement, nous parlons donc aujourd'hui des autorisations de mise sur le marché, ensemble avec ma collègue Mylène Ferrier qui va partager les slides depuis son écran. Je me permets de m'introduire rapidement, de me présenter. Après, je vais donner la parole à ma collègue. Donc, je suis Martine Traufler. Je suis responsable ensemble avec mon équipe pour les autorisations de mise sur le marché, en bref, les AMM. Donc, je suis représentante pour le Luxembourg au comité à l'EMA, le CHMP, qui évalue donc scientifiquement les dossiers d'AMM qui passent en procédure centralisée, ce qui est aussi très en lien avec mon background, qui est celui d'un évaluateur clinique. Et donc ici, avec l'équipe, je suis principalement responsable pour les AMM initiales et de manière plus générale aussi pour le bon fonctionnement de l'équipe. Voilà. Oui, donc je me présente, Mylène Ferrier. Donc je travaille avec Martine, donc bien évidemment sur les AMM à usage humain uniquement. Donc je suis plutôt en charge, on va dire, en général plutôt des AMM initiales, mais je suis aussi la personne qui va gérer aussi tous les aspects réglementaires. Donc en général, je suis le point focal là-dessus. Et je suis également la membre CMDH du Luxembourg. Donc, il y a toute cette partie harmonisation avec les autres pays européens pour tout ce qui est plutôt MRP, DCP et national. Contrairement à ma collègue qui est du coup plutôt sur les centralisés. Moi, je vais être sur l'autre partie des médicaments. Et donc, oui, voilà. Ok, donc je voudrais aussi encore prendre l'occasion de dire merci pour cette opportunité de pouvoir faire cette présentation. Je pense que c'est effectivement une très bonne idée de présenter nos processus en interne qui peuvent, on espère que la présentation peut aider à déjà répondre à un très grand nombre de questions récurrentes que nous recevons. Voilà, et je propose donc de vous présenter la prochaine dia avec le contenu de cette présentation. Voilà, pardon. Merci. Donc d'abord, on va commencer avec une brève présentation de notre équipe pour que vous avez un peu l'image des personnes, pour que vous savez à qui vous parlez. Ensuite, je vais vous donner quelques informations générales avant de passer la parole à ma collègue qui va vous présenter le processus d'AMM en Europe et surtout aussi nos processus au Luxembourg, et elle va aussi vous présenter le life cycle et on va donc finir cette présentation avec une session, comme déjà annoncé par Madame Frank, une session Q&A. Prochaine dia, s'il vous plaît. Donc, pour vous présenter l'équipe, je dois donc aller quelques pas en arrière. D'abord, vous présenter brièvement, on ne va pas aller dans les détails, la direction de la santé, mais juste pour explication. Donc, Mylène, tu peux taper encore une fois.
Voilà, donc ici en bas, vous voyez l'encadrement rouge. Donc, on est une division, on n'est pas une agence des médicaments. On est en train voilà, de travailler dessus. Il y a un projet de loi qui est déposé à la Chambre, mais voilà, c'est pas encore fini. Donc, la direction, en fait, est divisée en deux départements. Il y a le département administratif et il y a le département opérationnel et technique. Et dans ce département, vous voyez, il y a différents pôles. Et il y a le pôle soins de santé. Et dans ce pôle, il y a donc la division, donc nous, la division de la pharmacie et médicaments. Prochaine dia. La chef de division, Dr Anna Chiotti, a eu la gentillesse de partager cette slide avec moi. Comme ça, on peut vous la présenter. C'est la structure actuelle de la division. Donc, je vais juste enlever la partie AMM humain que vous voyez en rouge parce que ce sera sur la prochaine dia. Donc, vous voyez, nous avons en tant que DPM beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de diverses équipes. Il n'y a pas juste nous, il y a toute l'équipe pharmacovigilance, il y a les inspections, les contrôles dans la surveillance du marché, les défauts de qualité. Il y a aussi, bien sûr, les médicaments vétérinaires. Il y a la cellule psychotrope et stupéfiant avec le cannabis médicinal. Il y a toute la cellule dispositifs médicaux, les études cliniques avec aussi le compassionate use, l'utilisation off-label. Il y a bien sûr les indisponibilités et bien évidemment toute la coordination opérationnelle avec le secrétariat, le QMS. Voilà, donc nous, on est donc les AMM. C'est une partie de la DPM. Cette slide, elle est en anglais, mais je pense que ça va aller. Je vais l'expliquer en français. Donc, en bas, vous voyez, sur cette slide en général, vous voyez donc notre structure, comment c'est organisé entre nous. Actuellement, on fonctionne, donc on a les AMM initiales. Il faut dire que nous sommes donc responsables pour tout type de procédure. Et pour les administrés, ça commence vraiment avec la validation des AMM, donc avec le téléchargement des dossiers ICTD que vous nous envoyez. Et ça se termine avec la lettre d'AMM qui est aussi envoyée par nos services. De l'autre côté, vous avez donc le life cycle, donc tout ce qui se passe après avec les variations, les renouvellements et les suppressions d'AMM et aussi le cas échéant des dérogations dans des cas exceptionnels. Nous devons aussi représenter donc le Luxembourg dans de divers comités européens qui sont donc, comme je l'ai déjà dit, pour moi le CHMP, pour ma collègue le CMDH. Nous avons aussi le PDCO où nous représentons donc le Luxembourg et nous avons bien évidemment notre commission des experts au niveau national qu'on va vous présenter encore aussi un peu plus tard. Prochaine dia. Ça, c'est l'équipe. Donc, vous voyez les 7 personnes. Il faut juste savoir que l'équipe à 7, ça ne veut pas dire que voilà, on est tous à full-time. Il y a des gens qui ne travaillent qu'à moitié pour l'équipe AMM. Donc, en total, nous sommes 5,5 ETP. Et nous faisons tous du multitasking. Donc, l'organisation de l'équipe est complexe dans le sens que nous ne sommes pas très nombreux. Donc, nous avons chacune et chacun beaucoup de responsabilités. Si maintenant je vous présente de manière très facilitée l'organisation, donc c'est ma collègue Mylène Ferrier, Alexandra Branchu et moi-même qui s'occupent donc principalement des AMM initiales. Après, vous avez donc le volet post-AMM qui est plutôt géré par un de mes collègues Sabine Georges, Olivier Meus et Antoine Treff et Anna Arentes qui nous accompagne au niveau administratif et qui traite aussi d'ailleurs les variations type 1. Voilà. Après, maintenant, avant de passer à la partie un peu plus théorique de notre présentation, je fais juste un disclaimer. Donc, vu que cette présentation elle est enregistrée, et voilà, ça peut arriver qu'il y a des gens qui l'écoutent un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, on est le 26 octobre 2023. C'est juste bien de savoir que ces informations présentées peuvent changer parce que nos procédures internes sont adaptées au fur et à mesure et donc on vous conseille fortement de régulièrement consulter notre site internet
qui est là avec toutes les informations nécessaires normalement, et il sera aussi présenté plus tard par ma collègue voilà, lors de sa présentation. Et donc, vous devrez à chaque fois vous rassurer que les informations sont toujours d'applicabilité. Merci. Prochaine slide. Donc voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Je pense que c'est la base. Vous savez qu'une autorisation de mise sur le marché est obligatoire pour toute commercialisation d'un médicament au Luxembourg, mais en général dans tous les pays. La base décision, donc c'est des évaluations au niveau qualité, préclinique et clinique qui sont faites, et une AMM est émise que voilà, si le rapport bénéfice-risque est positif. Voilà, prochaine dia. Vous savez, il y a différents dossiers d'AMM, différentes bases légales, dépendant du médicament. S'il s'agit d'un médicament plus innovatif avec un dossier complet, il y a les médicaments génériques, les biosimilaires, etc. Il y a aussi les homéopathies, etc. On ne va pas aller dans les détails, je pense que c'est connu. Prochaine dia. Et voici une slide avec la base légale européenne et la base légale luxembourgeoise. Donc, la base légale européenne, bien évidemment, elle est appliquée au Luxembourg et transposée aussi en base légale luxembourgeoise. Donc, si vous souhaitez faire une recherche, vous allez trouver les références ici sur la slide. Et il y a aussi un autre cadre réglementaire sur la prochaine dia, si jamais vous souhaitez faire des recherches plus détaillées. Voilà. Et après, on va passer à la prochaine étape de la présentation. Donc, c'est ma collègue Mylène Ferrier qui va vous présenter. C'est donc les AMM initiales avec les processus européens et luxembourgeois. Merci. Merci Martine. Oui, donc on va vous présenter donc tout le processus pour obtenir une AMM initiale. Et plus ou moins à chaque étape, on va s'arrêter pour faire un point un peu plus focal sur les activités luxembourgeoises. On ne va pas rentrer dans les détails, bien évidemment, sur tout ce qui se passe au niveau européen, au niveau des assessments classiques. On va vraiment à chaque fois, pour chaque étape, préciser pourquoi le Luxembourg fait parfois certaines demandes et qu'est-ce qui est à faire pour le Luxembourg pour plus ou moins chaque étape. Donc, avant de rentrer dans les détails, on va repréciser très rapidement que bien évidemment, chaque demande d'autorisation a un type de procédure différent en fonction du médicament parfois, parce que certaines vont devoir passer par une procédure centralisée. Donc ça, je vais pas vous faire l'affront exactement de vous détailler quand est-ce que c'est obligatoire ou quand est-ce que c'est possible, mais en faisant très simple, si vous avez un médicament innovant, il va devoir passer par une procédure centralisée et à ce moment-là, il va être autorisé par la commission européenne après une évaluation auprès de l'EMA. Donc à ce moment-là, la personne qui va vous fournir une AMM, c'est la commission. C'est pas, donc le ministère de la santé luxembourgeois. Dans d'autres cas, donc pour, MRP et DCP qui sont plus ou moins la même chose, si ce n'est le point de départ, est-ce que ça part d'une AMM nationale de base pour se transformer en AMM, dans plusieurs pays européens ou est-ce qu'on part directement sur une AMM, enregistrée dans plusieurs pays? Là, la différence c'est que, donc l'AMM va être signée par la ministre et donc il va y avoir des requis forcément différents, par rapport à la centralisée. Et enfin, il y a cette fameuse procédure nationale, qui, donc n'est possible que si la demande est dans un seul, pays, du coup, en Union européenne de par, donc, les circonstances, on va dire, de Luxembourg avec le fait que c'est un petit marché et que, nous avons des packs, en fait, qui sont communs avec d'autres pays, et qu'on se base souvent sur, donc ce qu'il y a dans les autres pays, pour les packs, pour réduire les coûts, notamment de votre côté aussi. Actuellement, cette AMM nationale, c'est pas vraiment, quelque chose dont on va détailler parce que c'est pas vraiment, quelque chose qu'on utilise, actuellement, en fait, tout simplement.
Donc, on va commencer par la première partie qui est en fait la soumission même du dossier. Donc là, on va dire que c'est plutôt de votre côté que le travail est fait. Donc bien sûr avec les soumissions ICTD, donc en fonction de donc le soumission ICTD, elle ne change pas, c'est juste où est-ce que vous allez soumettre. Si c'est une centralisée, c'est sur le Common Repository. Si c'est une MRP DCP, ça sera plutôt au niveau donc du CESP. De notre côté, c'est principalement des téléchargements qui sont à faire. Euh, donc, à votre niveau, donc, nous, ce qui est requis, c'est globalement les mêmes requis que les autres pays européens, surtout au niveau de l'ICTD, c'est suivre la structure qui sont détaillées dans les différentes guidelines. Au niveau de l'ICTD, pour nos requis nationaux, ce qu'on demande d'ajouter, c'est la preuve de paiement. On n'a pas de template particulier pour la preuve de paiement, contrairement à certains autres pays comme la Belgique, par exemple, qui a une FIFORM. Nous, ce n'est pas forcément notre cas. N'importe quelle preuve de paiement suffisante pour nous permettre d'identifier le paiement de notre côté est correct et est accepté. On en profite pour vous dire dès à présent qu'en fait, donc chez nous, une taxe est due par autorisation de mise sur le marché. Par ça, on entend chez nous une autorisation de mise sur le marché, c'est une forme pharmaceutique unique et un dosage. Donc, si vous avez plusieurs dosages, par exemple pour une même forme pharmaceutique, nous attendons à ce que vous payiez 2 taxes. J'en profite également pour vous dire que faites attention pour les comptes. Donc, chez nous, les comptes ont déjà été changés plusieurs fois. Ils ne sont pas gérés au niveau de notre administration, en fait. Donc, nous n'avons pas forcément la main mise sur les changements, ni par exemple en fait, ils nous sont transmis par une autre administration. Donc, en fait, c'est là où aussi on tient à mettre en avant qu'il faudrait que la description soit très claire pour que cette autre administration puisse bien identifier que c'est un paiement qui doit nous être transmis. Donc voilà, parfois, il peut y avoir des différences. On va en parler ensuite pour le process de validation. Mais de votre côté, veillez bien à déjà saisir le bon compte parce que sinon, il y a des retards importants peuvent être observées et de même pour les descriptions, qu'elles soient bien faites lors du paiement et deux, si elles sont bien transmises. De façon générale, on vous conseille à chaque fois que vous avez une nouvelle demande d'autorisation d'aller vérifier sur notre site internet. Nous, on s'assure que ce document des filles soit toujours à jour. Donc voilà. Au niveau de l'ICTD, on accepte aussi qu'il y ait parfois le Power of Delegation qui soit mis. Par contre, il n'y a plus de formulaire luxembourgeois pour les soumissions initiales. Donc ça, on l'a retiré à peu près il y a 2 ans. Il n'est plus nécessaire de mettre ce formulaire de demande initiale. Et il n'est pas normalement nécessaire de faire un email non plus au moment où vous faites la soumission, parce que nous, on fait donc les checks à un autre endroit. Petit commentaire en aparté, des fois, il peut y avoir des communications qui sont faites avant la soumission. Ne serait-ce que vous, si vous avez un doute, par exemple, sur un statut de prescription ou ce genre de choses, bien évidemment, on est à disposition pour répondre. Et aussi dans des cas très spécifiques de la D0, mais ça, on va en discuter un peu plus tard. Donc, au niveau de la validation réglementaire, donc la validation avant le D0, donc parfois, il y a des soumissions additionnelles qui sont faites. Nous, on va faire une validation, donc souvent en tant que CMS. Donc, on a des documents spécifiques à aller regarder. Après, si c'est décentralisé, bien évidemment, à ce moment-là, la vérification, elle est plutôt faite par le MA. Donc là, on a moins d'impact. Nous, là, on va vraiment parler du coup pour la MRP et les DCP. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en général, il y a de la structure même de l'ICTD qui est observée. Est-ce que c'est un ICTD valide? Est-ce qu'il suit les guidelines? Mais bon, normalement, c'est plutôt géré par le RMS, mais c'est toujours intéressant de regarder. On regarde aussi toujours de façon un peu systématique si les pays, on va dire, de provenance, donc les pays avec qui on va avoir un pas commun, sont déjà dans la procédure, en admettant que c'est une RUP, ou vont l'être. Donc, on regarde si la France, la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche font déjà partie de ces pays. Et si ce n'est pas le cas, on se renseigne auprès du titulaire pour comprendre mieux la situation.
Au niveau des taxes, c'est à ce moment-là qu'on va faire la vérification si le paiement est suffisant, s'il a bien été reçu et que tout est complet, en plus de d'autres documents. Mais c'est là où, si le paiement est incomplet ou sur le mauvais compte, il peut y avoir des retards et actuellement, sachez qu'un paiement qui est, donc non valide ou incomplet, en fait, on invalide la procédure. Ce qui veut dire que en cas de problème de paiement pour Luxembourg, vous allez avoir un impact sur l'ensemble, de la procédure. Donc voilà, donc c'est pour ça que, notamment en cas d'erreur de compte, parfois ça peut aller à plus de 30 jours de retard à la validation. Donc pour vous éviter, cette situation, consultez bien notre site internet pour vérifier le compte. Ensuite, on va passer rapidement sur la phase d'évaluation scientifique parce que globalement tout se passe à un niveau européen. Pour les centraliser, donc il y a ma collègue, qui est au CHMP, donc qui représente le Luxembourg, là où il y a des évaluations scientifiques et des commentaires qui sont faits, soit en tant que rapporteur, co-rapporteur ou simple CMS observateur. Idem pour les MRPDCP, donc à ce moment-là, on est majoritairement CMS, donc là, c'est suivre les process, d'évaluation. Donc là, il n'y a pas de choses particulières à voir. C'est majoritairement avec les comités et puis les échanges de mails, qui sont suivis. On n'a pas forcément besoin de recevoir des emails pour tout ce qui est réponse et autres. On a déjà les informations, via, nos propres, moyens de communication avec les autres, RMS et CMS. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ensuite, on va arriver donc directement à l'opinion finale, donc, le fameux D210. Donc, pour les centraliser, ça va être la finalisation des documents qui est demandé au titulaire et puis ensuite, le vote du CHMP avec transmission ensuite, des documents au standing committee, donc à la Commission, européenne. Côté MRPDCP, ça va être le end of procedure avec, la transmission des documents finaux, donc les commons, les spécifications. Et pour, les CMS, donc ça va être, la non-objection bien sûr avec cette opinion, finale. Donc nous, on va être mis au courant, de la end of procedure, via les canaux européens. Sur ça, c'est facile et à ce moment-là, vous avez bien sûr ce travail qui démarre pour, préparer toutes les traductions, donc dans tous les CMS et le RMS bien évidemment, pour pouvoir soumettre les traductions pardon. Donc pour nous, les requis, c'est qu'il faut qu'au moins une des langues officielles, de Luxembourg, soit présente, donc français, allemand, luxembourgeois. On recommande bien évidemment de plutôt passer avec du français et allemand, parce que le Luxembourg est, de telle sorte qu'en fait toutes les personnes présentes ne parlent pas forcément, les 3 langues. Donc d'avoir, sur un pack les 2 langues, c'est quelque chose qui est très apprécié et c'est de façon générale une remontée des patients que nous observons, systématique, où ils n'apprécient pas trop d'avoir une seule langue sur le pack, parce que des fois ils ne maîtrisent pas suffisamment cette langue pour bien comprendre la notice. Donc voilà. Et donc, pour, compléter cette, notice, on vous recommande bien évidemment d'utiliser le QRD, pour vous aider là-dessus. Donc autant pour, le paragraphe des effets indésirables, mais on en a aussi un qui est extrait sur notre site internet, pour, les différentes, spécifications luxembourgeoises. Au moment de la D0, préparez à ce moment-là, si nécessaire, la power of delegation, donc on va en reparler après, mais surtout si les AMM doivent être reçus par quelqu'un d'autre que le titulaire. Et ensuite, tout ça, doit être envoyé, à notre adresse générique, pour le lancement de la phase nationale. On va s'arrêter à ce moment-là, très brièvement pour parler de la D0. Donc c'est une procédure un peu particulière qui peut être utilisée, en fait, au Luxembourg, pour avoir un produit, donc en général, c'est plutôt en urgence, donc c'est en cas que ça soit un médicament essentiel. Où on n'a pas, voire peu d'alternatives, sur le marché et il y a un besoin quand même sur le terrain qui est assez urgent, qui ne peut pas attendre qu'un enregistrement soit fait par REP ou par MRP.
Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que si un besoin est observé par le terrain, on va nous recevoir des demandes et on va contacter parfois directement les titulaires pour leur proposer une D0. C'est quelque chose qu'on a déjà fait et qui a eu parfois du succès. Donc ça peut être aussi des demandes de titulaires, on en a reçu. Là, par contre, elles sont évaluées au cas par cas, en fait. Donc cette D0 est certes plus rapide parce qu'en fait, elle est acceptée sans commentaire. Donc, elle ne dure pas 210 jours. Elle est bien plus rapide. La D0, donc le lancement de la procédure, revient au end of procédure parce qu'on l'accepte sans commentaire, sans modification des textes. Mais donc nous, on ne veut pas que ça soit, bien sûr, une porte ouverte à éviter les RUP et que bon, il y a des raisons pour qu'il y ait un assessment parfois, mais en cas de vraiment de besoin urgent, c'est quelque chose qu'on a accepté de faire et qu'on continue d'accepter de faire et qui peut être très utile. Mais à ce moment-là, ce qui est impératif, en fait, le fait qu'il n'y ait pas cette phase de commentaire, c'est qu'il faut que nous, nous soyons mis au courant avant, dans le cadre où bien sûr c'est une demande qui vient du titulaire. Il faut que, en premier lieu, Luxembourg soit approché, que nous, on ait le temps de faire une évaluation, de voir s'il y a vraiment un besoin au niveau du terrain et si c'est effectivement intéressant. Et ensuite, prévenir le RMS. Parce qu'il faut que les 2 membres soient d'accord de faire ce genre de choses. Et donc ensuite, c'est une procédure qui peut être lancée. Donc ensuite, bien évidemment, si cette D0 est choisie, on s'attend à ce que, le produit soit rapidement mis sur le marché. Le but n'est pas de faire une D0 et ensuite avoir un peu trop de temps pour la mise sur commercialisation, pour, des raisons diverses, en fait. Donc, là, c'est vraiment pour un accès rapide sur le marché et donc c'est un outil qui est utilisé dans certaines conditions, mais il est possible de faire parfois des propositions si bien sûr elles rentrent dans les critères, de façon générale. Pour ensuite, donc tout ce qui est, la soumission des textes et chez nous, donc ce qui va arriver à l'autorisation, de mise sur le marché. Donc dès qu'on a reçu donc, votre package, de soumission sur la boîte mail, donc nous, il va y avoir une revue au niveau de la traduction où là, on a bien besoin du RCP, de la notice et de l'étiquetage. L'étiquetage est parfois oublié, donc on a vraiment besoin de l'ensemble du product information. D'indiquer le pays, avec lequel le pack est partagé. Bon, souvent, on arrive à le deviner en fonction des packs que vous avez soumis, mais c'est toujours bien de l'ajouter parce que, on commence à voir apparaître notamment, par exemple, des packs Benelux, ce genre de choses. Donc, des fois, ça peut être, un autre pays, donc, ça devient des fois de moins en moins évident à deviner, on va dire. Donc si vous nous donnez cette information, c'est toujours plus simple. La fameuse power of delegation, il y a une chose qu'on tient à vous mentionner, on la demande principalement, quand vous souhaitez, que ça soit le mandataire qui reçoive, les AMM. Parfois, notamment, il y a des filiales qui souhaitent les recevoir et que ce soit pas, la société, enfin le titulaire même. Là, à ce moment-là, il faut bien que ça soit mentionné dans la power of delegation. Sinon, c'est pas forcément évident pour notre service de savoir, qui doit recevoir les AMM. Donc en cas de doute, sachez qu'on les enverra au titulaire, mais si le document est bien rédigé, c'est plus simple pour tout le monde. À ce moment-là, il y a à nouveau un check de la preuve de paiement et si vous pouvez également, donc donner un statut de prescription des conditions restreintes, que vous souhaiteriez obtenir. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les suivre. Mais comme ça, ça nous permet des fois d'avoir un peu, l'avis du titulaire, qui est très utile pour la commission des experts. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et on conseille toujours d'aller voir, notre site internet qui vous détaille normalement tout le process. Donc ce dossier est ensuite validé. S'il n'y a aucun commentaire de notre part, il est ensuite ajouté à l'agenda de la prochaine commission des experts. Normalement, on vous envoie un email pour vous dire quand le dossier est complet. Autrement, on vient vous demander, des petites précisions. Pour, la commission des experts dont, je suis la présidente et Martine Treffler est également membre. En fait, cette commission se réunit donc tous les mois. En général, c'est le premier mercredi du mois, donc où toutes les nouvelles AMM sont présentées à cette commission et la commission, en fait, va émettre un avis sur cette AMM et sur son encadrement, donc statut de prescription et éventuelles conditions restreintes, qu'elle va soumettre ensuite à la ministre.
Donc là, on vous a fait un petit récapitulatif de nos différents statuts qui sont pas toujours très évidents à deviner. On en est bien conscient, mais notre loi est rédigée telle quelle, donc c'est ce qu'on utilise dans nos AMM, mais donc il est possible en tant que statut de prescription de soit avoir le statut donc OTC, qui est chez nous référencé en tant que P, médicaments soumis à prescription renouvelable et non renouvelable, donc RR. Pour les conditions restreintes, on n'est pas exhaustif ici, hein, mais sur les principales qu'on a, le C est normalement réservé aux spécialistes. D, c'est avec la délivrance hospitalière. Le H, ça va être l'utilisation stricte hospitalière. Et des fois, là, il y a également un autre P, ce qui peut porter à confusion, je vous l'accorde, mais qui, lui, est une utilisation professionnelle. Et lui, donc, c'est bien une condition restreinte. Ça va être que les professionnels de santé qui vont pouvoir directement s'approvisionner. Donc, l'étape suivante, c'est que la commission, donc suite à sa réunion, va soumettre en fait ses avis à la ministre de la Santé qui, elle, va délivrer les AMM. Les AMM, en général, sont signés en fin de mois et il y a également une publication en fait à l'arrêté, par arrêté, donc c'est au Mémorial B. On vous a donné ici un lien que vous pourrez aller consulter ensuite. Donc voilà, c'est chaque début de mois. Normalement, c'est le premier du mois et publié dans les Gilux, les nouvelles AMM qui ont été approuvées. Et donc, suite à leur signature, elles sont ensuite reçues chez nous pour être envoyées soit au titulaire, soit au mandataire en fonction de ce que vous avez indiqué. En parallèle, bien évidemment, nous, notre équipe, elle va saisir tout ça dans la base de données et on va communiquer normalement les numéros d'AMM et de présentation par email. Autant pour les centralisés que pour les MRP-DCP. Donc là, c'est juste un process d'ensemble qu'on vous partage. Donc la soumission, vous, en général, vous avez 5 jours pour le faire. Nous, on évalue et donc jusqu'à 3 jours avant la commission des experts, on va ajouter les nouveaux médicaments donc à l'agenda. Passer le délai des 3 jours, ça devient difficile pour nous de le faire. Donc il est vrai que si vous nous soumettez un dossier, juste, la veille de la commission des experts, malheureusement, votre, médicament pourrait attendre 1 mois, en fait, jusqu'à la prochaine, commission des experts. Donc pour ça qu'il y a parfois un peu un retard, c'est lié à quand est-ce que cette commission des experts a lieu. L'évaluation est ensuite faite et la transmission prend entre 15 et 20 jours. Pour transmettre tous les avis. La ministre, en général, pour la signature et l'envoi en poste, ça peut prendre entre 10 à 20 jours. Donc si on en profite en fait pour notamment vous montrer qu'il y a certains délais qui sont un peu non compressibles actuellement, dont on n'a pas réellement mainmise et qu'on ne peut pas réellement réduire. Donc c'est toute la partie évaluation et décision. On peut pour l'instant pas y faire grand-chose. Je sais que parfois vous êtes très impatient de recevoir vos AMM. Donc on reçoit parfois quelques relances, mais c'est qu'elles sont normalement en bonne voie. Par contre, il est vrai que si vous commencez à avoir un délai qui devient de 2 ou 3 mois, effectivement, il y a peut-être un problème soit postal, soit de perte quelconque. Donc là, oui, n'hésitez pas à revenir vers nous et de voir. Ça nous est parfois arrivé, effectivement, qu'il y a eu un problème au niveau postal. Mais globalement, voilà, à peu près le délai que ça peut prendre. On va passer maintenant au cycle de vie du médicament. Au niveau des variations et des notifications, vous avez les fameuses variations 1A, 1B ou 2. Donc les 1A, c'est des do and tell. Les tell and do pour les 1B et pour les types 2, c'est des tell, wait and do. Donc là, il y a à chaque fois pour vous une situation un peu différente sur vos stratégies de soumission et quand est-ce que vous pouvez bien sûr implémenter les changements. Au niveau des principes, on va dire, de base, c'est à peu près la même chose, hein. Les soumissions ICTD sont bien sûr demandées. Heu, donc, oui, en même temps que tous les CMS, mais globalement, il faut suivre la procédure. Et en même temps que le pays de provenance, dans le cas où vous êtes dans une procédure nationale. Pour les phases de validation et d'évaluation, donc pour la validation, là, les taxes, vous devrez le savoir, elles sont payées en général semi-annuellement. Si vous tenez à les payer pour chaque variation, c'est toujours possible, mais globalement, elles sont payées semi-annuellement.
Nous, on a bien sûr toujours ces échanges avec les réseaux européens pour tout ce qui est MRP et DCP. Donc, il y a ensuite cette particularité de soumission en fin de variation, donc ce qu'on appelle bien sûr la phase nationale qui a lieu un peu partout dans le cas où vous avez des textes qui sont impactés. Donc à ce moment-là, il faudra nous les soumettre dans les délais impartis et là, ça rejoint un peu la phase nationale de l'initiale. Mais il y a aussi cet aspect de clôture nationale qui est un peu plus spécifique à Luxembourg où on va vous demander de nous soumettre en fait ce formulaire. Donc le formulaire, on l'attend à ce moment-là, on l'attend pas forcément dans la séquence ICTD. On attend à recevoir en fait un formulaire pour nous dire que ça y est, la variation est clôturée au niveau du RMS ou au niveau du pays de provenance. Et donc on a besoin de cet email et de ce formulaire pour nous clôturer la variation en interne. Ce qu'on demande, c'est qu'actuellement, il y ait un titre relativement clair pour l'email. Vous savez ce que vous soumettez, mais nous, en fait, on reçoit beaucoup d'autres demandes et il est parfois difficile pour nous de faire le tri. Et donc, parfois, il y a un peu de perte de temps, on va dire, dans le processus de traitement, surtout par l'équipe variation qui en reçoit un certain nombre. Et parce que des fois, il va y avoir juste un email avec noté variation ou demande. Donc voilà, on perd parfois un peu de temps. Donc si vous pouvez nous indiquer par exemple quel est le numéro de la procédure initiale et dans le cadre d'un work sharing, par exemple aussi l'indiquer, mais bien préciser de quelle procédure également on parle et non du médicament, ce genre de choses. C'est normalement détaillé dans notre site internet, dans l'Excel avec tous nos process. Mais voilà, ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel là-dessus. Les formulaires, normalement, c'est un par produit. Éviter les regroupements avec différents produits parce que ça a tendance à être moins clair et prendre plus de temps globalement au traitement. Donc, euh, donc voilà. Et pour les implémentations nationales, donc il y a parfois des envois de nouvelles AMM ou des mises à jour de la base de données. Ça va dépendre du processus. Donc c'est détaillé sur notre site internet quand vous allez avoir un retour ou pas. Mais donc voilà, il y a soit une confirmation d'approbation aussi qui peut être envoyée ou parfois des documents pour les types de notes. Juste en commentaire très succinct qui a été rapporté notamment par l'équipe pour les conditionnements, notamment pour les suppressions. Ne pas oublier qu'il y a une variation normalement à faire pour ce genre de choses et que pour les changements de titulaire, c'est bien des variations nationales. On va en parler juste après un peu plus en détail. Et pour les dates d'implémentation, donc ça normalement c'est communiqué, mais pour le moment c'est les dates de pays de provenance pour plus de simplicité. Au niveau donc une particularité vraiment de Luxembourg sur des changements, ça va être le changement des langues sur le pack, donc changement de pays de provenance. Euh, donc là, nous n'allons pas être les seuls à intervenir sur l'évaluation de ce changement, qui en général est demandé par le titulaire. Il va y aussi avoir une évaluation au niveau de la pharmacovigilance, parce que notamment si des langues sont supprimées, il peut y avoir un impact pour le patient. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une recommandation de pack multilingue qui est faite notamment pour des aspects de sécurité du patient. Et en fait, donc des fois, il peut être demandé au titulaire en fait, de quand même continuer à donner des choses multilingues pour de la pharmacovigilance. C'est une demande qui peut être faite par notre service pharmacovigilance. On tient aussi à vous rappeler qu'il y a un impact prix au moment où vous faites ce changement et au moment où nous, on l'implémente. Donc, c'est quelque chose où, en général, le moment où on fait ce changement, on vous rappelle de bien avertir le ministère de la Sécurité sociale pour qu'en fait, ça soit fait le même mois. Ce changement pour éviter tout problème, en fait, surtout au niveau du terrain. Ce qu'on demande également, mais ça, c'est lié à notre base de données, c'est que le changement de pack, en fait, vous devez normalement, au moment où on fait ce changement, il ne doit plus y avoir que du nouveau pack qui est ensuite délivré, enfin pas délivré, mais que au moins vous livrez que les nouveaux packs. Donc au moment où vous faites le changement, il faut que vous soyez prêt en fait à ce moment-là à le faire au plus proche du switch. Non, admettons vous passez de l'Allemagne à la Belgique, il faudrait que normalement il n'y ait plus que des
produits belges qui soient livrés, qu'il y en a encore certains sur le marché, c'est moins gênant. On ne demande pas de retrait de l'eau particulier de notre côté. Mais voilà, c'est quelque chose où si vous avez encore prévu pendant 6 mois de livrer avec des produits allemands, alors à ce moment-là, c'est pas le moment tout de suite de faire le changement de pays de provenance. Donc ce changement, il va être possible dans 2 cas. Dans le cas où c'est décentralisé, parce que là, de toute façon, c'est un dossier identique dans tous les pays, donc c'est relativement simple pour nous de le faire. Il y a juste une discussion avec vous pour qu'il soit bien planifié. Et pour les MRP-DCP, c'est possible dans le cas où le pays que vous demandez est bien soit CMS, soit RMS. S'il ne fait pas partie de la procédure pour le moment, ce n'est pas accepté. Et qu'il faut nous soumettre donc les nouveaux textes ici, parce qu'ils ne sont pas disponibles donc sur le site soit de la Commission européenne, soit de l'EMA. Et pour les nationales, comme les dossiers sont indépendants, il n'est pas possible de faire un changement de pays de provenance. Le changement de titulaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que déjà les informations sont disponibles sur notre site internet, mais de dire que bon, il faut toujours soumettre par CESP, ça pourrait être considéré comme une nationale, ça fait partie du dossier, hein. On demande aussi un email et que juste on tient à attirer votre attention qu'il faut le planifier au plus proche en fait du changement effectif. C'est plus simple, notamment pour le terrain, pour suivre. Mais qu'il y a aussi 6 mois de tolérance hein, qui est fourni pour faire ce changement. Donc voilà. Et qu'en général, oui, donc ça, l'implémentation nationale, c'est bien sûr après l'approbation du pays de provenance, surtout pour éviter tout problème. Pour le renouvellement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que globalement, c'est comme pour les variations. Attention au formulaire de bien le remplir. Il y a alors pas des erreurs, mais souvent des onglets qui ne sont pas remplis dans les formulaires, ce qui ralentit beaucoup le traitement auprès de nos équipes. Donc, si vous pouvez remplir tous les onglets dans le formulaire, ça aide vraiment notre équipe à faire le traitement des demandes beaucoup plus vite. Et pour la date d'implémentation, pareil, c'est comme le pays de provenance. Donc là, je pense que on peut passer directement à la suite, qui est donc la fin du cycle de vie, la suppression définitive de l'AMM. Donc, au niveau du délai d'implémentation, en général, c'est avec effet immédiat, parce qu'une suppression, normalement, a lieu si le produit est déjà hors du marché, donc il a déjà été arrêté. Hem, Si, c'est encore sur le marché, et qu'il y a une suppression immédiate, le titulaire est bien sûr responsable de ces médicaments, donc normalement, il y a soit un retrait à faire, soit, une destruction à prévoir, ce genre de choses, mais du coup, comme il n'a plus d'AMM, normalement, il n'a plus à être, présent sur le marché. Donc c'est là où on tient à attirer votre attention sur le fait que, avant de faire une suppression, il est bien de vérifier s'il est toujours en état commercialisé, et à ce moment-là, prévoir en fait, anticiper et faire un arrêt, qui est plus simple, pour, tout le monde, étant pour le terrain que pour toutes les histoires de prix et de remboursement. Parce qu'en fait, actuellement, comment le système est établi, c'est que l'état de commercialisation est lié au prix et à la validité du prix et du remboursement. Donc à partir du moment que vous demandez un arrêt, heu, ça va supprimer à terme le prix et le remboursement. Donc le délai habituel est de 6 mois pour justement, permettre, que l'arrêt du prix et du remboursement, puisse être effectif quelques mois plus tard. Vous pouvez bien évidemment demander un effet immédiat pour raison quelconque. Et à ce moment-là, il faut juste bien nous le préciser dans l'email et le formulaire. Et à ce moment-là, il y aura un effet immédiat dès la fin du mois, il n'y aura plus de prix, plus de remboursement et le produit sera directement arrêté. Sur quelques informations additionnelles, donc bien sûr, il y a ce common pack, surtout pour l'instant Belgique-Luxembourg, parce que les requis de Luxembourg, c'est au moins une des 3 langues et il y a notamment cette présence du numéro d'AMM, bien sûr le paragraphe des effets indésirables. On recommande de façon générale plutôt d'utiliser, le pack belge. Donc ce projet est en cours pour notamment ajouter les numéros d'AMM. Donc, il est déjà initié avec la Belgique. Avec la France, l'Allemagne et l'Autriche, les discussions sont en cours, pour trouver un accord et qui, globalement soit harmonisé, on l'espère, entre tous les pays, et que cela ait le moins d'impact, autant côté autorité mais aussi pour vous.
Donc voilà, et toutes les informations donc, qui sont actuellement publiques sont disponibles sur notre site internet. Et de façon globale, restez vigilants sur ça parce qu'il pourrait y avoir des modifications, mais on vous tiendra au courant. Donc là, on vous a mis très rapidement le template de Luxembourg et comment compléter et ce qui peut vous utiliser à préparer les Product Information. On vous a ici partagé quelques sites où vous pouvez consulter de façon générale les RCP qui ne sont pas toujours, donc pour l'instant, Luxembourg n'a pas de base de données publique. Donc globalement, s'il y a un problème, en fait, on peut recevoir des emails et les fournir sur demande. Mais de façon générale, on se base surtout sur la base des données de la Belgique, puisque la majorité viennent de chez nous. Une petite parenthèse par rapport aux AMM, donc là on rejoint un peu les requis de pharmacovigilance. Il existe une base de données européenne qui s'appelle le XVMPD et donc en fait il y a des informations à mettre à jour dans ce tableau. Donc on en profite en fait de ce meeting pour vous rappeler de bien mettre à jour ce tableau, surtout qu'à terme il va servir en fait de base pour créer la base de données liée à sport. Donc, faites attention. Parfois, on a repéré quelques oublis d'AMM ou des informations qui ne sont pas forcément à jour ou des numéros AMM qui sont un peu anciens, qui sont à l'ancien template. Donc, voilà, pensez bien à mettre à jour ça. Donc, Madame Franck, vous l'a précisé au tout début de la réunion de façon très très claire. Mais nous, donc aujourd'hui, on a parlé des AMM, mais c'est vrai que cette AMM-là, en fait, derrière, elle ouvre les portes à d'autres choses. Donc, bien sûr, tout médicament donc, distribué au Luxembourg doit avoir une AMM. Et suite à ça, il peut y avoir donc cette déclaration de commercialisation avec une déclaration de prix. Donc là, déjà, ça ne concerne pas toutes les AMM, elles ne sont pas toutes commercialisées. Et ensuite, suite à cette commercialisation auprès de la sécurité sociale, hein, donc ce ministère qui est indépendant d'une autre, vous pouvez bien sûr demander un ajout sur la liste positive, et là, ça se fait auprès de la CNS, qui est encore une autre administration. Donc là, et sous accord, à ce moment-là, vous avez un médicament qui est à la fois commercialisé et avec un prix. Donc là, on vous a mis les liens sur les deux listes, mais je pense que vous êtes assez familier avec ça. Au niveau des informations et liens utiles, on vous refait le rappel donc, de la législation luxembourgeoise globale. On vous a mis aussi des liens pour le site des AMM avec les formulaires également et donc la liste positive est médicaments commercialisés. Et je pense qu'on peut peut-être voir maintenant très rapidement le site pour vous montrer à quoi il ressemble. Au cas où vous ne le connaissez pas, alors je pense qu'il faut juste que... Il faut juste que vous arrêtez de Ah oui, partager. je pense qu'il faut que j'arrête de partager et que je relance le partage. Exactement. Voilà, normalement c'est bon. Merci. Donc voilà, au niveau des autorisations du marché, comment ça se présente? Donc vous avez bien évidemment tout l'aspect avec la division de la pharmacie et des médicaments, avec les sections qui sont liées aux autres équipes, notamment la pharmacovigilance. Donc vous avez ici deux premiers onglets pour trouver nos procédures et des informations sur la commission des experts. Mais vous avez aussi toute cette partie donc explicative avec d'autres liens sur ce qu'on vient de parler, mais nous plus en détail. Donc là, sur les AMM initiales et le cycle de vie ensuite. Les points de contact qui sont rappelés, quelques points sur la législation. Et donc, si vous allez au niveau de procédure, vous trouverez donc ici le fameux document pour payer les taxes. Les différents formulaires donc de renouvellement, de suppression, variation de type 1, de type 2, et également celui des arrêts. Et ici, sur le côté, vous trouverez donc les processus internes et la guideline pour le Common Pack. Donc voilà, je pense pas que ça soit utile que j'ouvre les différents documents, mais donc n'hésitez pas à aller sur le site santé.lu. Normalement, il est aussi, nous, en signature, en fait. Ce lien, on le donne et il est également dans notre réponse automatique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est relativement partagé. Passer à la formation. Voilà.
Et donc ensuite, pour quelques liens, on a aussi, vous ajouté pour information des liens du CMDH, de l'EMA et de la Commission européenne, pour vous aider autant pour les QRD, les press releases, différentes Q&A qui peuvent vous aider, ou différentes procédures de façon générale. Donc Luxembourg, en fait, sur la plupart des procédures, on n'a pas forcément de requis vraiment spécifiques sur les évaluations ou sur les façons d'approuver. Donc, si quelque chose est applicable au niveau européen, ça le sera également chez nous. On va avoir quelques requis supplémentaires, surtout en phase nationale, en fait. Donc, je ne sais pas si Martine, tu as des choses que tu veux ajouter ou si on peut passer directement à la Q&A. Non, je pense que merci beaucoup de ta présentation. Pour moi, c'était très complet, mais je connais le processus, donc à Ouais. voir si c'était complet pour le reste des participants. Mais de toute façon, la seule chose où je pense où je ne suis pas sûre si on n'ouvre peut-être pas notre Excel avec les procédures quand même pour montrer ce que moi je répète encore une fois, c'est que le sujet c'est la gestion des mails. Bon, on a une slide pour ça. Peut-être je suis un peu trop tôt ici parce que je sais qu'une des slides prochaines, ça va revenir. Mais si déjà tu as partagé tu as montré le site internet. Peut-être quand tu vas à la prochaine slide où on parle de la gestion ou de la gestion des mails, l'envoi des mails est sujet à prendre. On peut peut-être quand même ouvrir le document Excel. Oh oui, très bien. Et Ok. si je peux me permettre, si on Oui, sait garder quelques minutes à la fin pour les questions en direct, oui. ce serait top. Il nous reste une demi-heure. Donc, voilà. Très bien. Alors, on va passer du coup aux questions récurrentes. Donc oui, là, c'est une remarque plutôt générale. Globalement, on reçoit un certain nombre de questions et c'est vrai que la plupart du temps, la réponse de l'équipe est cette information est disponible sur notre site internet. On répond la plupart du temps, hein, mais c'est vrai que n'hésitez pas à vous servir du site internet et que globalement, donc les requis luxembourgeois s'appliquent, euh, mais aussi les requis du coup européens. Donc je vais vous montrer rapidement l'Excel. Voilà. Donc voilà, il se situe comme ceci. Vous pouvez de toute façon donc filtrer en fonction de ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est des questions de commercialisation ou de market access? Donc ça, en général, ça va vous renvoyer vers d'autres services. Est-ce que c'est pour la procédure centralisée, pour la procédure spécifique de la D0, des MRP, DCP, procédure nationale? Et vous trouverez toujours donc des indications sur à quel moment de la procédure vous y êtes. Donc par exemple, pour les centralisés, vous aurez au moment où on parle des phases nationales, ou est-ce qu'on parle de la soumission ou ce genre de choses. Qui est le point de contact? En général, ça sera nous, sauf si c'est pas dans notre scope. Par exemple, pour toute question de prix ou de remboursement, en fait, on va vous renvoyer vers nos collègues, soit de la CNS, soit de la sécurité sociale. La procédure à suivre de façon générale, là, on vous met également des suggestions à utiliser en fait pour le titre de vos emails qui nous aident en fait à derrière bien répartir les tâches et d'éviter que des mails se perdent un peu et perdent du temps du coup dans le traitement. Quels sont les documents à attacher en fait à votre demande et à quel retour vous pouvez vous attendre en fait. Donc si vous allez recevoir un document, si vous allez recevoir une nouvelle AMM, juste une réponse par email ou ce genre de choses. Voilà, on va passer. Euh, On en profite également juste pour notifier une chose au niveau des relances. De façon générale, éviter les relances excessives ou systématiques. Ça n'arrive pas systématiquement, mais ça arrive parfois de recevoir beaucoup de relances. Et en fait, le problème, c'est que ça encombre beaucoup les boîtes mail et fait perdre un peu de temps. Soit ça n'apporte pas grand-chose de plus, si ce n'est nous encombrer beaucoup la boîte. Si vous voyez qu'effectivement, il y a un retard qui est
anormal, bien évidemment, vous êtes en droit de faire une relance pour savoir si tout se passe bien et autres, hein. C'est pas ça qu'on dit, mais parfois c'est vrai qu'on peut avoir dans certains cas des relances tous les jours, voire toutes les heures. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Et donc voilà. Je l'ai déjà dit, mais le titre du mail est très très important pour nous. Donc on attire votre attention là-dessus. Et de même pour les annexes et les formulaires, merci de bien les remplir. Jusqu'à présent, notre équipe a été très tolérante. Elle perd parfois un peu trop de temps. Et là, en fait, on en est à un cas où on fait tout pour être le plus efficace possible. Donc, si des formulaires sont trop incomplets, ils vous seront en fait renvoyés. Et donc, on vous demandera de les modifier et de les soumettre correctement. Au niveau des premières questions donc, qu'on a déjà reçues, que Madame Franck nous a transmises, donc il y a notamment des questions sur le dépôt des notifications. On a reçu une première question, donc quelle est la date à considérer comme une date de dépôt pour la modification? Parce que c'est vrai qu'on a ces deux phases-là, mais pour nous, c'est la date de la soumission de l'ICTD, clairement, qui fait foi, parce que quelque part, cette soumission que vous faites par email, en soi, c'est juste pour la clôture qu'elle a une réelle importance. Vous avez aussi parfois les textes qui peuvent être soumis avant, mais pour nous, ça va être la soumission de l'ICTD. La seconde question, c'est lors de la soumission d'un ICTD. La documentation sera soumise simultanément aux deux marchés, par rapport donc là à notre guidance sur le Common Back, je suppose. Et donc oui, pour nous, oui, cette soumission doit être en simultané dans les deux marchés. On reste persuadé que c'est plus simple pour vous et pour nous d'avoir en même temps le dossier, où ça vous évite d'y penser après l'approbation. Et pour nous, c'est toujours plus simple d'avoir un dossier à jour dans nos données. En ce qui concerne, donc la question suivante, c'est en ce qui concerne les variations au niveau de Luxembourg, donc notamment les ajouts au niveau des AMM ou des numéros nationaux. Donc, il est indiqué dans les orientations publiées que la soumission, dans le cadre d'une demande de modification, doit se faire dans les délais impartis, et notamment dans le cadre des nationales. On demande à ce que, effectivement, l'information de produit soit soumise simultanément par la FMPS, à la FMPS et la DPM. Donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de soumettre les textes en même temps à ce moment-là, notamment pour s'assurer qu'en fait, la même product information est approuvée. Parce que si vous ne la soumettez pas en même temps, donc d'abord à la FMPS et qu'ils l'approuvent tel quel, et qu'ensuite vous venez le soumettre en fait à Luxembourg, si nous, à ce moment-là, on fait un commentaire, vous allez retrouver avec un problème le fait que la FMPS aura déjà approuvé, donc vous allez devoir soumettre soit une notification, soit une variation à la FMPS pour dire, mais en fait, j'ai Luxembourg qui a fait un commentaire sur le texte, donc j'ai un problème. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de le faire en même temps. Nous, techniquement, on fait donc du coup l'évaluation du texte en amont là-dessus pour éviter ce genre de décalage et de soucis que ça pourrait avoir ensuite majoritairement chez vous en fait. Ensuite, on a reçu une question à nouveau sur les variations. Si vous devez soumettre les notifications de modification lorsqu'il y a eu une variation ayant un impact sur l'étiquetage et que les autorités luxembourgeoises ont déjà révisé les traductions en parallèle de la FMPS. Donc là, on a juste fait une revue des textes, nous, mais on n'a pas clôturé la variation chez nous. Donc si vous ne venez pas faire cette clôture ensuite, en fait, techniquement, la variation, il n'y aura aucune modification sur votre MM qui aurait été faite. Donc admettons, vous avez un changement sur la conservation. Si vous ne venez pas faire cette clôture, la base de données interne et l'AMM luxembourgeoise ne sera toujours pas correcte. On aura juste validé en amont les textes pour être sûr que et la FMPS et le Luxembourg soient alignés sur les textes, mais la clôture n'aura pas encore été faite chez nous. Donc, il faut bien venir faire cette soumission finale. Donc là, c'est dans le cadre des nationales majoritairement, hein, donc pour soumettre la clôture, donc le formulaire. Donc là, il faut bien faire cette étape parce que ce n'est pas parce que le texte est revu que la variation est clôturée.
Ensuite, pour la catégorisation des produits, donc ça, c'est un peu en lien avec l'équipe PV. Est-ce qu'il existe un ensemble de critères ou d'instructions de travail qui pourraient être fournies sur qu'est-ce qui doit être rempli en ce qui concerne les RMP et les RMA, mais également pour la libération de produits, et cela en fonction du pays d'origine. Alors pour les RMP et les RMA, on a l'équipe PV qui a fait des lignes directrices, donc on vous a mis le lien ici, mais donc c'est sur le site internet, où ils ont des recommandations sur qu'est-ce qui doit être fait. Et Oui, il y a aussi l'équipe PV qui a fait un Lunch and Learn qui oui. explique toutes leurs procédures. Ce Lunch and Learn, il est disponible sur notre site, sur notre YouTube. Donc n'hésitez pas non plus à écouter l'équipe PV qui était très claire et qui a répondu à toutes vos questions. Ouais, merci, c'est vrai. Donc oui, et donc pour la libération des produits, là sur ça, on n'a pas de critères particuliers qui ont été donnés. Donc là, sachez que c'est quand même pour la surveillance la surveillance du marché en fait. Mais donc la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que la libération normalement est conforme hein, au dossier d'AMM. On n'a pas grand-chose à ajouter. Normalement, le pays d'origine utilisé n'a pas d'impact là-dessus, du moins sur les informations que nous avons. La question suivante que nous avons reçue, c'est si une société change donc le pays d'origine, vu qu'il faut adapter le prix et le remboursement au niveau des autorités luxembourgeoises, est-ce qu'il y a une période de transition légalement acceptée par la DPM pour faire ce changement? Donc là, je reviens un peu à ce que j'ai dit. Nous, on essaye de s'accorder déjà avec le ministère de la Sécurité sociale pour ce changement de prix, pour qu'il ait lieu en même temps. Donc c'est pour ça qu'en général, on va se renseigner sur quand est-ce que ce changement est fait et qu'il y a beaucoup de choses à préparer, surtout de votre côté. Pardon, de votre côté là-dessus, pour que ce changement se fasse le mieux possible, autant pour le terrain que pour les différentes administrations qui sont impactées, parce que là, ben, il y a 3 administrations potentiellement impactées. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que quand on fait un changement de pays de provenance, nous, on vous indique qu'il faut prévenir la sécurité sociale du changement de prix. Et ils sont avertis aussi en parallèle de ce changement, donc ils attendent de toute façon un retour de votre part. Euh, Aucune période transitoire n'est prévue dans la base légale là-dessus, malheureusement. Donc c'est pour ça que nous, on vous demande, quand vous faites le changement, de bien veiller à ne pas prévoir de libérer encore des packs de l'ancien pays, parce qu'en fait, le changement est immédiat en fait, au niveau de notre base. On ne peut pas, pardon, on ne peut pas en fait avoir 2 pays de provenance en même temps. Donc c'est un peu gênant, on le sait pour vous. Mais nous, globalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc actuellement, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de préparation en amont qui est fait pour que ça se passe au mieux possible. Et alors, si je me souviens bien, je crois que c'était la dernière question qu'on avait, mais on va regarder en cas. Donc là, c'était une question globale. Je ne vais pas tout lire en détail, mais c'était le cas où il y avait une MRP-DCP qui inclut la France ou l'Allemagne ou autre, et en fait, il y aurait un pack commun à 3 pays. Et il demande en fait comment concrètement ça se passe, notamment par nos requis au Luxembourg. Alors, pour information, on a déjà plusieurs packs qui sont notamment Benelux, et il n'y a pas eu de problème particulier au fait d'ajouter les informations luxembourgeoises, puisque de toute façon, elles sont aussi dans la partie néerlandaise et Belgique. Et de façon générale, les pays, en fait, n'évaluent pas les requis nationaux des autres pays. Donc, le Luxembourg ne regarde pas les numéros nationaux belges ou leurs paragraphes. Et idem pour la Belgique, elle ne va pas regarder normalement les requis nationaux luxembourgeois. Donc, en général, ça n'a pas forcément posé de problème. C'est vrai que si vous ajoutez le Luxembourg en cours, en fait, en cours de commercialisation sur un pack qui est déjà commun, il faudra peut-être en fait vous approcher des différents pays. Donc pour la Belgique, ça sera relativement facile parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude, et que bah, vous le savez, actuellement, ils acceptent l'ajout des informations luxembourgeoises sans variation dans certains cas et encadrements, mais qui sont détaillés sur notre site. Par contre, c'est vrai que pour la France, alors on est en discussion avec eux, donc certains sont au fait de ça, mais c'est une beaucoup plus grosse agence.
Donc il est possible que tout le monde ne soit pas encore au courant de ça. Donc ce qu'on vous recommande actuellement, si vous avez déjà un pack qui est sur le marché, donc pas à l'initiation, mais un pack, à ce moment-là, en fait, il va falloir présenter cet ajout à la France avec vous déjà une proposition de comment l'ajouter. Donc là, ça va être en fonction, mais il pourrait parfaitement décider de c'est des requis nationaux d'un autre pays. Merci pour l'information, mais nous, on n'a pas besoin de variation pour ça. Ça pourrait être une option. Ça va dépendre en fait de qu'est-ce que vous avez besoin d'ajouter. Mais sachant que c'est des requis nationaux, en fait, c'est pas forcément vu comme ayant un impact. Mais là, ça va dépendre de s'ils sont intéressés par les mock-ups et si pour eux, et s'il y a un impact chez eux. C'est-à-dire si en ajoutant les données luxembourgeoises, vous déplacez d'autres données françaises ou autres, il pourra avoir un mot à dire là-dessus. Donc malheureusement, pour l'instant, on n'a pas une approche globale à vous proposer, sinon elle serait déjà sur notre site internet. Mais là, dans ce cas-là qui est décrit, donc qui aura un pack également avec la France, ou admettons avec l'Allemagne ou l'Autriche, et qu'il faudrait que ça soit ajouté en cours de route, on vous recommanderait de prendre contact avec cette autorité-là, parce que pour nous, ça serait acceptable. On se doute que pour la Belgique, ça serait assez simple aussi, mais l'autre pays, il va falloir prendre contact directement en leur soumettant une proposition. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la partie Q&A, sauf si Martine, tu as des choses à ajouter. Ah non, j'ai rien à rajouter, merci. Pour moi, c'était complet. Très bien. Merci à toutes les deux. Pour moi aussi, c'était très complet. Je pense qu'on est allé du plus simple au plus en détail avec ces questions, que vous avez bien dressé la totalité de la question. Maintenant, je suppose que parmi nos 47 participants, il y a d'autres questions. Je vous invite à lever la main ou proposer vos questions. Voilà. J'ai Magali Dufy de Spilux qui est la première à avoir levé la main et donc je vous invite à vous à poser votre question. Oui, bonjour mesdames, merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Alors, j'ai deux questions, je vais essayer d'être rapide. À plusieurs reprises, vous avez parlé de date d'implémentation, c'est-à-dire date d'approbation au Luxembourg, c'est ça? Ok. Donc, date d'approbation au Luxembourg en cas de variation, c'est la date d'approbation du pays de provenance. Pareil en cas de renouvellement de l'AMM. Par contre, en ce qui concerne la suppression des AMM, vous avez dit que c'est comment dire, vous avez dit que la suppression, elle était immédiate. Mais quelle est la date d'approbation du coup? Est-ce que c'est la date à laquelle l'information, elle est publiée au mémorial? C'est ça? Oui, ça va être au Ok, mémorial. ouais, ça De marche. façon générale, oui, pour le donc hors variation, renouvellement, où là on vous dit oui, donc pour la date que vous indiquez dans les product information et autres, là restez avec le pays de provenance pour le moment. Donc oui, pour ce qui est suppression et même nouvelle date d'AMM, là ça va être ça parce que donc là vous pouvez les voir au mémorial et surtout pour les surpressions parce que ça peut être utile pour vous, je crois, des fois pour déclaration au niveau européen. Donc là, c'est D'accord, mémorial. Et alors, je voudrais pas dire de bêtises sur ça, je maîtrise un peu moins bien, mais il me semble que c'est le dernier jour du mois pour les suppressions. Donc, d'accord, ça donc du marche. mois où vous nous déclarez si c'est à effet immédiat. Ok, merci. Et la deuxième question, comment dire, si on respecte les procédures luxembourgeoises, il faut vous envoyer, dès lors qu'il y a comment dire, une modification de l'autorisation de mise sur le marché ou un renouvellement ou une suppression, donc il y a un formulaire à remplir, à vous envoyer par email avec les différentes informations que vous demandez. Si toutefois l'email ne vous a pas été envoyé, et là, je pense par exemple à des procédures, enfin, à des modifications de type 2. Donc, la procédure européenne, elle a été suivie via le ECTD. En revanche, l'email ne vous a pas été envoyé. Et du coup, dans le cadre de ces variations de type 2, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas reçu le formulaire avec votre signature. Ouais. Du coup, est-ce que plusieurs années après, parce qu'en l'occurrence, les demandes avaient, enfin, pardon, les demandes de variation avaient été faites en 2019-2022, est-ce qu'il est nécessaire de vous envoyer l'email avec de nouveau le formulaire national?
C'est Même plus si c'est simple de plusieurs faire années un après? rattrapage. Oui, c'est Ok, ça toujours marche. plus Oui. simple. Parfait. Comme ça, vous avez, un papier signé. Ouais, De ça notre marche. côté, au moins, on peut vérifier que tout dans la base est OK. Mais Ouais. n'hésitez pas à envoyer un email récapitulatif. Notre équipe, surtout ceux qui font les variations de type 2, vont regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Mais oui, globalement, D'accord. il vaut mieux, même si c'est du rattrapage, parce que vous découvrez peut-être des choses ici aujourd'hui, il vaut mieux faire ce rattrapage-là maintenant. D'accord. Et l'équipe va regarder ça pour avoir des AMM en ordre ensuite. Oui, D'accord, effectivement. Donc, je me permets d'ajouter, donc oui, actuellement, c'est le processus qu'un formulaire AMM pour lancer la phase nationale est nécessaire de nous envoyer. Bien sûr, il y a eu la end of procedure au niveau européen, mais on avait maintenant, avec le nouveau recrutement, on a plus de ressources, mais on n'avait pas nécessairement les ressources pour toujours suivre ces échanges, malheureusement. Donc, un rattrapage pour toutes ces procédures, lesquelles ne sont pas clôturées au niveau national, est nécessaire. Effectivement, donc, dans ce moment, il faut envoyer encore une fois le formulaire. On est en train de faire un rattrapage pour 2023 avec le nouveau collègue pour les variations type 2. D'accord, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Dufy. Je vais passer la parole alors à Madame Roquet, Christelle. Bonjour. J'avais une question également en lien avec les formulaires de notification. En cas de variation 1A, est-ce que c'est toujours envisageable alors de fournir le formulaire au moment de la soumission? Parce qu'en fait, en soi-même, il n'y a pas de procédure de clôture ni d'approbation au terme d'une 1A. Oui, si vous faites une soumission, donc on va dire que vous n'attendez pas. Alors certains titulaires font, des biannuels ou des annuels parce que les 1A, vous choisissez à peu près, par rapport à votre date d'implémentation, vous avez 1 an pour la soumettre. Donc là, il y a différentes stratégies qui existent, mais bien évidemment, si vous décidez, vous, de soumettre à chaque fois, à ce moment-là, envoyez le formulaire tout de suite, juste pour être sûr que ça soit traité et ce genre de choses. Là, effectivement. Et alors ma deuxième question, c'était plus la relation entre la DPM et le CEFIP. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que régulièrement, on voit apparaître dans le CEFIP des commercialisations de produits, alors que ce n'est pas encore vraiment notifié à l'agence Luxembourg. Et je me demandais un petit peu comment se faisait l'update du CEFIP en général et quelles étaient les relations entre vous et ce système. Alors, Oui, oui, donc chaque mois, nous, on fait la clôture de notre base de données. Donc, après la saisie des AMM et de tout changement dans la base de données, on a le mémorial qui est publié sur les Gelux et là, il y a un annexe et en fait, là, il s'agit des informations qui sont donc envoyées à CEFIP. Donc, ils sont informés chaque mois de notre côté de ces changements. Par contre, CEFIP, il s'agit d'une boîte privée. Donc, comment ils s'organisent, voilà, on ne peut pas vous répondre à cette question. On ne sait pas exactement quelle est leur procédure pour avoir toutes les informations. On sait juste qu'il y a des interactions entre, je pense, le ministère de la Sécurité sociale et ou la CNS et CEFIP. Mais voilà, donc on vous prie à ce niveau de vous adresser à ces instances. Ok, merci beaucoup. Un tout grand merci pour la présentation. Merci Christelle. Peut-être un très court lunch and learn sur le CEFIP à prévoir. D'autres questions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous donner quelques informations générales. Donc, cette présentation, on va la partager aux participants. Elle sera aussi disponible sur notre site, mais avec bien la remarque initiale de Madame Ferrier, c'est que cette présentation, elle est valable au 26 octobre, mais qu'il faut toujours avoir à jour les modifications qui pourraient être intervenues entre aujourd'hui et le moment où vous allez consulter cette présentation. Donc, se référer de préférence
au site internet de la DPM et des autorisations soumises sur le marché. Et puis, il y a d'autres formations, d'autres Lunch and Learn qui sont disponibles. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la pharmacovigilance dont on a parlé, mais aussi sur le processus de remboursement, eh bien, n'hésitez pas à consulter le site internet d'IML. Ces formations, informations sont disponibles pour nos membres, mais plus encore. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour cette préparation, pour votre disponibilité, cette présentation. Et puis, merci à tous les participants de nous avoir rejoints pendant le temps de midi. Et on vous dit à très, très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bon Au revoir. après-midi. Bon après-midi.